Donc bienvenue à cette nouvelle plénière dans l'hémicycle, donc consacrée à l'enseignement supérieur et la recherche, tous mobilisés pour la mixité dans les sciences et techniques. Et je vous demande, avant d'ouvrir cette plénière, d'accueillir Noémie Lozac-Villain, directrice d'Acoustica, et donc qui va nous présenter un projet soutenu, primé par la région Grand Est. La parole est à vous. Voilà, bien bonjour à toutes, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour représenter le groupe Champardonnais. Donc nous sommes 3 acteurs qui nous sommes regroupés pour proposer ce parcours, donc la Fondation C'est Génial et les associations Femmes et Mathématiques et Acoustica. Alors, la Champagne-Ardenne, et notamment la Haute-Marne, un territoire très rural. Et donc on s'est dit qu'on allait aussi imaginer nos actions et nos parcours en tenant compte de ces spécificités territoriales. Alors un territoire fortement rural, ça veut dire qu'en plus des questions de genre, il y a aussi des questions spécifiques à cet éloignement géographique des services, des lieux d'enseignement et des formations. Et on le voit dans les études, dans les territoires ruraux, les jeunes qui ne veulent souvent pas bouger ou qui ont plus de mal à bouger, eh bien vont faire des études très courtes et donc forcément ça pose aussi des questions. Et du coup toutes les actions de sensibilisation et de promotion des métiers et de travail sur les stéréotypes de genre, eh ben faut pas oublier non plus qu'on les fait dans un cadre spécifique. Autre enjeu. Les acteurs culturels qui font des actions autour des questions femmes et maths, eh bien on n'a souvent pas tout à fait le même agenda, pas tout à fait les mêmes objectifs que d'autres acteurs qui vont avoir, par exemple, les acteurs qui veulent promouvoir les métiers pour susciter des vocations. Nous, on va davantage travailler sur les stéréotypes, sur les représentations pour proposer des actions qui vont être peut-être plus transformatives. Donc il y a aussi cette question-là de comment on travaille ensemble, toutes et tous, avec nos objectifs, nos contraintes, nos agendas différents. Et enfin, on en a parlé déjà un peu ce matin, très souvent des actions qui sont peu évaluées. Et donc, mesurer les effets, mesurer les impacts, c'est pas forcément simple. Ce qui fait que nos 3 acteurs, sur ce projet-là financé d'1 an et demi à peu près, on s'est dit que c'était aussi un moyen pour poser pas mal de bases et pour échanger et recruter d'autres partenaires sur le projet, histoire de commencer à 3 et de finir à beaucoup, les partenaires locaux pour avoir un peu l'ensemble des parties prenantes réunies autour de ce projet-là. Et moi, je suis partisane de mettre 10% du budget de chaque projet sur l'évaluation. Donc merci la région Grand Est de nous permettre sur ce projet-là d'avoir un vrai axe d'évaluation et de pouvoir mesurer, on va mesurer 2 choses sur cette année et demie. On va mesurer l'engagement des acteurs éducatifs dans le projet. Comment travailler ensemble pendant 1 an et demi leur permet de s'impliquer et de s'investir dedans. Et on va aussi voir avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des partenaires, comment on met en place une évaluation pour les jeunes, une évaluation des jeunes et des changements de représentation qui répondent à l'ensemble de nos contraintes et à l'ensemble de nos objectifs. Et dans l'idéal, on arrivera à des indicateurs qu'on pourra mutualiser avec l'ensemble des acteurs ici présents et ailleurs et au-delà. Alors concrètement, on va quand même faire des actions aussi. Et donc on a choisi sur le territoire champardonnais 2 zones particulièrement rurales. Alors il y en avait d'autres, on avait le choix, mais on en a choisi 2 avec les IAIO du territoire. On va travailler sur le Cézanais et sur Vassy. Et donc l'idée à chaque fois, c'est de prendre un collège, des écoles qui vont vers ce collège et des lycées vers lesquels les élèves peuvent ensuite s'orienter après le collège et de faire un parcours sur plusieurs années où chaque jeune, du CE1 à la terminale, reçoit au moins une action par an. Donc, côté primaire, ça va être une sensibilisation aux sciences, avec des actions mixtes. Et aussi, on commence à faire des ateliers philo sur les représentations des métiers.
Au collège, la découverte des métiers avec des temps de rencontres, de visites, des temps participatifs aussi pour se poser la question de pourquoi il y a moins de filles dans certains métiers et quelles propositions on pourrait faire d'actions de sensibilisation en tant que jeune pour changer tout ça. Et au lycée, on va plutôt accompagner individuellement les jeunes qui auront envie de s'orienter vers des filières scientifiques et techniques. Voilà. Et donc, on se retrouve dans 2 ans pour voir ce qui a marché, ce qu'on a développé et quels sont potentiellement les indicateurs qu'on peut partager. Merci. Alors merci beaucoup à Noémie Lozac-Villain et effectivement ce sera extrêmement intéressant dans 2 ans d'avoir cette évaluation qui permettra aussi de pouvoir essaimer cette action dans d'autres territoires, donc merci à vous. Alors bienvenue donc pour cette nouvelle plénière, cette fois-ci consacrée à l'enseignement supérieur et la recherche. Beaucoup de choses ont été dites déjà ce matin, mais on va creuser la question de la place des femmes dans les métiers des sciences techniques numériques qui s'apprennent en grande partie dans nos universités, dans nos écoles d'ingénieurs, et qui s'exercent aussi ensuite dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. Donc voilà le bien fondé de cette plénière. 3 dates peut-être pour éclairer en introduction le sujet de cette plénière. 1972, vous avez retenu ce matin ? 1972 a été... l'entrée des femmes à Polytechnique, effectivement, la fin de la discrimination légale qui bloquait l'accès des femmes à Polytechnique. Donc 1972, si je vous dis naissance de la conférence permanente des chargés de mission, égalité, diversité ou mission assimilée dans les universités, en quelle année ? En quelle année on a eu un réseau officiel des chargés de mission égalité dans les universités d'après vous ? Ça existe ? Alors ça existe. Entre 2000 et 2020, 2010, on est en 2011. Et puis, quand la première femme dans le monde à avoir obtenu le prix Abel, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, vous diriez quelle année ? Merci Google. Personne ne l'a ? 2019. 2019, donc c'était il y a 6 ans, et il s'agit de Karen Uhlenbeck, qui devient donc la première femme à obtenir le prix Abel, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, 2019. Donc pour combler le chemin qui nous reste à parcourir, pour valoriser les politiques et les solutions qui fonctionnent, et pour aussi avoir en tête quand même les pièges à éviter et les défis à relever, les leviers à actionner, on a 5 personnalités de choix parmi nous aujourd'hui. Je les présenterai au fur et à mesure de leur intervention. Et puis on aura 25 minutes de questions-réponses, on y tient. Donc j'aurai le mauvais rôle en tenant le timing aujourd'hui. Vous avez toujours, comme ce matin, un QR code pour nous faire vos retours d'expérience et nous poser vos questions à l'écrit. Donc je vous invite à le scanner dès maintenant, vous l'aurez à portée de main pour nous poser vos questions et je les relèverai en temps réel pour les transmettre à nos panélistes. Nous pourrons peut-être prendre quelques questions à l'oral selon le temps qu'il nous restera, mais on va prioriser les questions à l'écrit. Et donc nous avons le plaisir de compter parmi nous aussi sur la présence de Sylvie Dalguer, la conseillère en charge de ces sujets au Grand Est, à la région Grand Est. Et donc je vous laisserai rebondir quand vous le souhaitez, Madame Dalguer. Démarrons par l'état des lieux pour situer la parole de nos panélistes vis-à-vis du public, et puis pour nous dire aussi qu'est-ce qui, chez vous, personnellement, vous motive le plus à agir sur ce sujet. Quelle est la situation d'inégalité, l'état de fait qui vous a aussi mis en colère et qui vous a donné envie d'agir, parce qu'on sait que c'est souvent un point de départ. Et donc, avant d'en venir au comment, sur les solutions, parlons du pourquoi, sur le diagnostic des places des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vais commencer par vous, Romuald Bonnet, directeur de l'INSA à Strasbourg, donc l'INSA, école d'ingénieurs, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, des INSA, du réseau INSA, vous nous en parlerez, et vice-président de la conférence donc des écoles d'ingénieurs françaises. La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi. De la CDFI, voilà. Donc vous nous parlerez au titre de ces 2 casquettes. Donc d'où parlez-vous et pourquoi agir sur ces sujets ? Alors l'INSA Strasbourg est donc une école
d'ingénieurs et d'architectes, et fait partie du groupe INSA et applique ce qu'on appelle le modèle INSA, c'est-à-dire que dans les années 50, faisant le constat que les ingénieurs étaient essentiellement des hommes, essentiellement issus de milieux favorisés, essentiellement issus de grandes villes où il y avait ce qu'on appelle les prépas de centre-ville, eh bien, un recteur et un philosophe, entrepreneur qui a été ministre, le recteur Capel et Gaston Berger, ont décidé de créer un modèle où on irait chercher l'excellence partout, sur tout le territoire, chez les filles et fils d'ouvriers, chez les fils et filles de paysans, et que donc le modèle, ça allait aussi être en capacité de les loger sur place, de les nourrir sur place, puisqu'ils viendraient de toute la France. Et donc ce modèle, on le fait vivre dans le groupe INSA. Tous les INSA ont un centre Gaston Berger. J'ai d'ailleurs en face de moi 2 collègues, dont la directrice est du centre. Et donc, on a vraiment cette volonté de continuer à progresser sur la diversité. On a publié il y a 2 ans un livre blanc des diversités et de l'ouverture sociale. Vous pouvez le télécharger, qui montre que ça, à cette époque-là, en tout cas, ça baissait un petit peu. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que et là, je vais reprendre quelque chose que nous a dit une entreprise quand, se mettant un petit peu en danger, en répondant aux questions de nos élèves ingénieurs et mettant en question leur volonté alors qu'il n'y avait que des hommes blancs en train de présenter leur entreprise, sauf la chargée com évidemment, et que la main sur le cœur, ils nous disaient que c'était important la diversité homme-femme. Donc il y a évidemment un ou une élève qui a posé la question, il y avait aussi un système pour poser les questions à distance, et leur réaction a été: vous pouvez douter de notre sincérité, mais il manque plusieurs milliers d'ingénieurs formés par an. On n'a pas les moyens de se passer de la moitié du genre humain. Donc ça, au moins, ça avait le mérite d'être clair. Et puis, la CDFI est préoccupée par cela. Pour vous donner un chiffre, qui est aussi une motivation, aujourd'hui, on a 29% d'élèves ingénieurs femmes dans nos formations, et les formations sont de tout type. Et malgré toutes les actions, et elles sont nombreuses, on y reviendra sans doute, eh bien, ça ne bouge pas. Quasiment. Et à côté de ça, si on sort des écoles d'ingénieurs et si on se met au niveau de ce qu'on appelle les STEAM, les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, eh bien dans les pays de l'OCDE, y compris en France, ça baisse. Et la CDFI participe à une enquête qui s'appelle GenderScan, et la dernière enquête, eh bien, ça baisse de 6%, alors qu'on est déjà bas. Voilà une partie des motivations. Et puis l'enquête explique aussi un certain nombre d'éléments, mais sur lesquels on reviendra sans doute plus tard. J'ai bien compris qu'il fallait tenir le temps. Merci. N'hésitez pas aussi à rebondir après sur votre secteur qui est l'informatique. On pourra y revenir. Absolument. Merci beaucoup. En mathématiques, justement, Nasser Maklouf, qu'en est-il dans votre domaine? Donc, Nasser Maklouf, vous êtes... pardon, parce que je me le suis noté ici pour être précis, directeur adjoint de l'Institut de recherche en informatique, mathématiques, automatique et signal. Et toutes ces disciplines, vous le verrez, ont une importance au sein de l'université Haute-Alsace. Vous êtes également vice-président de cette université et vous êtes très engagé sur ces questions d'égalité. Donc, qu'en est-il en mathématiques et quel regard de scientifique engagé portez-vous sur l'égalité dans votre université de Haute-Alsace et au sein de la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité dans les universités, donc la CPED, dont vous êtes membre. La parole est à vous, au titre là aussi de ces 2 casquettes. Merci pour l'invitation. Votre micro. Merci. Donc, je suis doublement intéressé par le sujet, parce que je suis mathématicien, et donc je vois la situation en face. Et je suis par ailleurs, donc j'étais pendant 4 ans vice-président délégué à l'égalité et à la diversité à l'Université de Haute-Alsace. Donc, on a essayé de prendre le sujet à bras-le-corps, donc le sujet de mixité. Alors, pour vous dresser un tableau, donc je vais donner par exemple les chiffres de mon établissement. Donc, quand on regarde par exemple le nombre de filles inscrites en licence Math Info, donc ça représente 35% en première année. Donc ça, c'est une moyenne sur 4 ans, donc ça fluctue, mais c'est à peu près 35%. Mais quand on regarde le nombre de filles en 3e année de la licence, là, on retrouve que 20% en moyenne. Donc 20% en mathématiques, 22% en informatique. Donc ça veut dire que c'est les filles qui décrochent
le plus. Quand je regarde un petit peu la situation au niveau de notre master, donc le master que je dirige qui s'appelle Ingénierie mathématique et Data Science, donc là, par an, on a entre 3 et 6 filles sur une promotion de 20. Donc ce n'est pas énorme, alors que les besoins sont énormes. Maintenant, quand je regarde un petit peu au niveau de l'Institut que vous avez cité, qui regroupe les mathématiques, l'informatique, l'automatique et le signal, la théorie du signal, et là, on est 85 permanents. Alors, combien pensez-vous qu'on est des femmes? Les paris sont ouverts. 20%. Ben, ça se compte sur les doigts de la main. Hein, et ce n'est pas une figure de style, elles sont 5. Voilà, donc c'est pas énorme. Voilà, donc ça c'est la situation, c'est la photographie un petit peu de l'Université de Haute-Alsace, donc les mathématiques et l'informatique à l'Université de Haute-Alsace. Donc maintenant, si on regarde au niveau de la société, j'ai envie d'évoquer deux impacts de la recherche en informatique et dans les sciences de l'ingénieur qui impactent notre vie et qui sont a priori dus au fait qu'il y a peu de maths dans les équipes de recherche. Savez-vous que le taux de mortalité lors des accidents, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, hein. Et la raison derrière ça, c'est que les airbags ont été conçus par des hommes et pour les hommes. Et donc pour des corpulences masculines plutôt que des corpulences féminines. Voilà. Voilà, donc on fait des crash tests avec des mannequins. Une autre situation, et je vais vous rendre la parole, c'est il semblerait que les voix féminines sont très mal reconnues par l'IA. C'est pareil dans la vraie vie. En fait. Avec l'intelligence naturelle aussi. Voilà. Donc, et ce matin, j'ai entendu que si on laisse faire l'intelligence artificielle telle que c'est parti, donc les risques sont plus grands, ça va décupler un peu les discriminations. Voilà, un petit peu quelques... C'est une réalité, ça? Oui. Non, mais, enfin, plutôt, c'est le fait que... Pardon. Non, mais juste, c'est une boutade ou c'est une réalité que l'IA reconnaît moins bien les voix féminines? C'est une réalité. Elle est moins entraînée. Elle est codée par les hommes. Les ingénieurs qui préparent sont des hommes. Ah oui, Ouais. voilà, d'accord, ok. Ouais. Voilà, donc voilà quelques éléments. Et l'ensemble d'entraînement, l'ensemble d'apprentissage. Voilà. Voilà quelques éléments qui font que la situation est grave. Ah, mais du coup, c'est grave, oui, voilà, c'est grave. Alors, vous voyez, on va avoir une table ronde passionnante. On a déjà des échanges dans la salle. Je ne maîtrise plus rien. Et merci de respecter le timing. C'est génial. Et les échanges sont riches. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole maintenant et continuez évidemment à réagir. C'est vivant. Donc, Sophia Martin-Kaba, vous êtes coordinatrice en médiation scientifique à l'Université de Fribourg. Donc, merci de venir à Strasbourg depuis la Suisse. Et donc, de par le fait que vous exerciez ces fonctions en faveur de l'égalité dans une université suisse, votre regard aussi comparé nous intéressait. Donc, qu'en est-il? Qu'en est-il du diagnostic chez vous, dans votre université et peut-être aussi en Suisse? Et puis, qu'est-ce qui donne sens à cet engagement au sein de la communauté universitaire sur donc, les questions d'égalité? Bonjour à tout le monde. Si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est normal. Il faut juste poser à nouveau la question et ça sera bon. Donc, effectivement, il y a des travaux à faire en Suisse encore, mais il y a une volonté. Donc, je vois qu'il y a plusieurs initiatives en place. Et pour donner des chiffres, moi, je travaille beaucoup avec les enfants. Les chiffres sont 50-50 dans les ateliers que j'ai fait, plutôt chimie physique. Mais il y a quand même des différences. Donc, il y a les garçons qui arrivent et me disent combien d'explosions on va faire aujourd'hui. Et les filles qui disent mais j'espère qu'on ne va pas faire des explosions. Déjà. Donc, il y a vraiment un regard différent vers les sciences selon si les filles ou les garçons. Donc, c'est là où on veut vraiment... Moi, personnellement, veux vraiment travailler parce que si on continue dans les études, bachelor, master à l'université, les chiffres en chimie, biologie, peut-être en mathématiques, physique, il y a un peu moins de filles, mais c'est aussi assez 50-50. Mais par contre,
plus, comme ici en France, plus on monte l'échelle, plus difficile c'est de voir des femmes. Et c'est, en fait, les femmes, on a encore beaucoup d'obstacles à surpasser. Déjà au niveau de quand on a les entretiens, mais aussi après dans notre vie, il n'y a pas encore cet équilibre qu'on a besoin pour entre le travail et la vie privée. Et surtout, je ne sais pas si vous connaissez les prix en Suisse, mais avoir un enfant ou avoir une place déjà dans une garderie, c'est une galère. Mais après, les payer, c'est encore quelque chose d'autre. Donc ça, c'est beaucoup de choix que les parents doivent prendre en compte. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est toujours les femmes qui arrêtent de travailler ou diminuent son temps de travail. Donc là, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Et l'Université de Fribourg a mis en place, ou elle vise un environnement d'égalité et respectueux pour tout le monde. Et voilà, il y a des formations pour les femmes, des mentorats. On essaye d'avoir plus de place dans les garderies pour les enfants et on travaille beaucoup avec les stéréotypes depuis un âge très très basse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on aura l'occasion de vous réentendre sur ce que vous faites en Suisse. Pascal Tisserand, vous êtes vous aussi membre de la CPED et c'est au titre de vos fonctions donc à l'Université de Lorraine, vos responsabilités, que vous participez à cette plénière. Vous êtes vice-président égalité, diversité, inclusion de l'Université de Lorraine. Donc cette fonction, elle est relativement récente à l'échelle de l'histoire. Donc déjà, depuis quand l'occupez-vous? Quand je dis à l'échelle de l'histoire, ça veut dire que ça fait un peu moins de 10 ans, 15 ans qu'on a des personnes dédiées à ces sujets. Depuis quand et pourquoi continuer à se mobiliser donc, dans votre université et plus globalement sur ces sujets? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, avant peut-être de parler de moi et de mon université, je voudrais rendre hommage ici à Isabelle Kraus, puisque nous sommes à Strasbourg, et dont le portrait, donc j'ai découvert le portrait, je ne savais pas que Isabelle avait du coup son portrait dans le hall, puisque Isabelle était en 2011, il y a le petit quiz qui était posé tout à l'heure, date de la création de la CPED, c'était effectivement en 2011, et Isabelle était des 6 femmes 6 chargées de mission, les 6 peut-être premières référentes ou qui allaient le devenir en charge de l'égalité dans les universités. Et elles se sont retrouvées donc à 6 pour fonder la CPED et commencer à partager des bonnes pratiques et aussi répondre à des appels à projets. Voilà. Puis aujourd'hui, la CPED, eh bien, c'est un réseau de plus de 100 universités, grandes écoles, toutes publiques, qui adhèrent donc à cette grande association dont Nasser et moi, qui, pour nos universités, représentons nos établissements au sein du CA. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, effectivement, je suis enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement en psychologie sociale, et ça fait peut-être plus de 25 ans que je travaille sur le sujet des inégalités et de la diversité. Et puis je suis venu en 2015 à prendre en charge finalement ces sujets-là au niveau de mon université en tant que chargé de mission, puis en 2017 en tant que vice-président. Donc en 2015, l'université avait déjà mis en place dès 2013 une mission égalité. En 2013, on l'a ouverte à la diversité. C'est devenu la mission égalité diversité. Et puis, on va dire une autre étape dans la vie de l'établissement sur ces sujets-là, c'était l'élection de notre nouvelle présidente, Hélène Boulanger, en 2022, qui incarne parfaitement ces sujets-là et dont vraiment les questions de RSE, de transition écologique et d'égalité diversité, inclusion sont sa priorité. C'est une réelle priorité politique, c'est pas seulement du discours ou du blabla, c'est vraiment dans les faits. Nous on le voit, moi je le vois depuis 2015 avec des moyens, des créations de postes, et quand on connaît le contexte des universités, financiers, budgétaires des universités aujourd'hui, c'est un vrai courage politique que d'oser renforcer, financer ces sujets-là. Moi, ce que je retiens, ce qui m'a motivé à poursuivre du coup sur ces sujets-là en tant que vice-président, c'est peut-être, on en a
un petit peu parlé ce matin, mais aussi tout de suite en introduction de cette table ronde-là, c'est l'évaluation. Je pense que effectivement, un des mots-clés, c'est la question de la mesure, du diagnostic. Et on a commencé dès 2017 par faire, par exemple, une enquête auprès de nos étudiantes et de nos étudiants. Il y a plus de 4000 étudiantes et étudiants qui ont répondu à un questionnaire, une enquête de perception des discriminations, violences sexuelles et sexistes. Et ces chiffres-là, je pense qu'on était les premiers en France à produire des chiffres. Et d'ailleurs, le président de l'époque était très courageux et sa directrice de cabinet également, puisqu'ils ont accepté qu'on rende public finalement les chiffres de cette enquête-là que vous pourrez toujours retrouver et qui attestent de taux. Alors pour le coup, de sexisme, c'est ça. Un seul chiffre, c'était le chiffre, par exemple, concernant... on demandait aussi quels étaient les auteurs des agissements que vous subissez, et les étudiants déclaraient concernant le sexisme que dans 60% des cas, l'auteur désigné était un enseignant. Donc c'était pas, contrairement à l'homophobie par exemple qui se déroulait surtout entre étudiants, là on a été surpris d'avoir un tel chiffre, et ça pour le coup c'était un vrai effet de levier. Moi je pouvais aller après dans les conseils, dans les composantes, et avec des chiffres pour dire non, ces questions-là c'est pas ailleurs, c'est pas dans les organisations que ça se passe, c'est pas quoi ou je sais pas où, c'est chez nous, là dans votre composante il y a des choses comme ça qui se passent, et il faudrait peut-être qu'on commence par y réfléchir. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup Pascal, pardon. Et juste avant de donner la parole à Edwige, vous dire que ces chiffres-là, effectivement, ils sont hyper importants pour casser l'illusion de l'égalité du pas chez nous et des enquêtes dans d'autres établissements. Je pense à l'enquête jeudi dans la communauté enseignement supérieur recherche de Clermont-Ferrand, une enquête qui a obtenu près de 5000 réponses personnelles étudiants, étudiantes, doctorantes, montre que 40% des femmes sont exposées à des violences sexistes et sexuelles, tout public confondu. Il n'y a pas de surexposition chez les étudiants et étudiantes par rapport au personnel d'ailleurs. Et tous les hommes aussi à la croisée de plusieurs facteurs de discrimination autres que le sexe. C'est important. Ça veut dire que on voit aussi que ça touche des publics dans le croisement d'autres discriminations. Et sur les agissements sexistes et harcèlement sexuel, il y a effectivement sur les étudiants et étudiantes une surreprésentation des enseignants. Quand il s'agit d'agressions sexuelles et de viols, pour les étudiants et étudiantes, là, on est davantage sur des situations entre étudiants et étudiantes, ce que montraient les chiffres de cette enquête-là. Edwige Elmer-Laurent, merci pour votre présence. Vous êtes notre grande témoin aujourd'hui, déléguée régionale du CNRS Centre-Est, et votre parcours vous a amené à avoir un regard riche et varié sur la question de l'égalité, de la place des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. La parole est à vous pour alimenter la question du diagnostic, la question de votre motivation à agir, avant d'en venir à la question des solutions. Je rappelle à la régie de pouvoir alterner de temps en temps avec la slide du PPT pour redonner le QR code pour faire remonter les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on a dit 30-35 minutes Non, 4 minutes. Vous voyez, en fait, quand on est une femme, il faut prendre la parole quand on vous la donne. C'était juste une petite astuce, mais c'est pas toujours facile dans les milieux dans lesquels on est. Dans l'atelier où j'étais, ça a été un grand sujet de discussion. Moi, je suis née dans le début des années 70, et donc j'ai cru que nos mères avaient gagné les combats et que la société avait progressé. Et il m'a fallu plusieurs ouvertures des yeux un petit peu violentes pour me rendre compte qu'en fait, non, le monde n'était pas de la mixité apaisée. Avec Juliette, on s'est posé cette question de comment on pourrait arriver à la mixité apaisée. On a encore un grand chemin à faire. On voit qu'on a des reculs sur les métiers des sciences en particulier. Et j'ai fait 20 ans à l'université et puis depuis 6 ans au CNRS. Et j'observe encore cette forme de déni de la part de certains. Il suffisait d'être là ce matin à l'ouverture pour entendre que dans la fonction publique, il n'y a pas de problème, parce qu'on a des concours et des grilles. Mais j'ai ri, j'étais au fond, hein, heureusement. Je me suis dit, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un courrier à monsieur le préfet pour lui raconter la vraie vie. Parce que lui, il habite au-dessus, donc il ne se rend pas compte de ce qui se passe en dessous. Et chacun d'entre nous, quand on habite au-dessus, il faut encore faire attention à ce qui se passe dans tous les étages. Il faut faire attention au personnel d'accueil, il faut faire attention au personnel de ménage, et il faut faire attention aux biais qui vont s'ajouter les uns aux autres, les biais sociaux, la ruralité, comme le disait notre collègue de Champagne-Ardenne. La ruralité plus
les biais qu'on va intérioriser, plus les stéréotypes de genre, à un moment, on se dit, est-ce que je regarde passer les trains ou est-ce que j'agis? Alors moi, je ne suis pas du tout une militante. Je n'ai pas trop les compétences du militantisme, mais j'ai une grande bouche. Alors, j'ai décidé d'utiliser ma grande bouche quand on me donne la parole. Et puis, on a aussi un rôle en tant qu'employeur. Le CNRS, c'est l'employeur sur le Grand Est, à peu près 4 à 5 000 agents. Et donc, on s'occupe des promotions des collègues, on s'occupe des dossiers des collègues, on s'occupe de l'action sociale, on s'occupe de l'équilibre vie pro, vie perso, on s'occupe de la parentalité, des places en crèche. On a un rôle à jouer dans tous ces aspects-là, vis-à-vis des parents, dans leur globalité et leur diversité, et pas que des mamans. Et on a fait aussi plein de constats sur lesquels, comme l'a dit Pascal et comme l'a dit Romain, sur les enquêtes, on ne peut pas dire que la mixité soit apaisée à aucun étage de la fusée. C'est-à-dire, si les étudiants et étudiantes ressentent ça, on a quand même un problème de société derrière. Le CNRS, c'est que des gens supérieurement éduqués, qui ont fait plein d'études, et donc vous pensez bien que ça ne peut pas arriver chez nous, puisque c'est des gens très intelligents. Et donc souvent, les laboratoires découvrent le problème quand ils font l'analyse des risques psychosociaux. Et ils viennent me voir, ils me disent « Edwige, tu te rends compte, il y a du sexisme chez nous ?» Alors je dis « C'est marrant parce que je pensais que ça s'arrêtait à vos portes. » Et que la société restait dehors. Et donc, ces découvertes-là, ces surprises, en fait, l'étonnement sincère des gens, ils veulent bien faire, ils veulent souvent bien agir, mais souvent, ils découvrent que les femmes subissent une forme de discrimination, que les femmes personnels administratifs subissent la double discrimination. Donc, moi, j'ai eu plein de questions comme ça. Tu feras le compte-rendu, tu feras le café. Parce qu'on a un talent magique, vous savez, dans les chromosomes, il y a un truc qui dit « Toi, tu sais faire les comptes-rendus. » Ou toi, tu es plus doué pour le café, mais c'est un truc de chromosome, on ne le savait pas, nous. Et donc, il faut noter ça aussi. Il faut relever ces incongruités. Il ne faut pas les laisser persister, mais ce n'est pas facile. Alors, ce qu'on s'est dit aussi en préparant, c'est que je ne veux pas renvoyer la faute aux femmes qui ne le font pas, parce qu'elles sont déjà dans un milieu qui est oppressant. Donc, si vous ne le faites pas, vous ne sentez pas coupable de ne pas le faire. Mais si vous avez la capacité à le faire, à dire, tu sais, en fait, le compte-rendu, c'est relativement simple à faire, tu prends des notes, puis maintenant avec Zoom, tu peux enregistrer, il va te faire le compte-rendu. Enfin, même un homme peut le faire. Je veux dire, c'est assez technique, mais je pense qu'un homme peut le faire. Et faites-le aussi avec un peu d'ironie, ça marche bien. J'ai eu aussi des remarques quand j'étais encore à l'université où c'était avant qu'Edwige rouspète, on va regarder si on est un peu à égalité entre les hommes et les femmes, parce que sinon elle va gueuler. Puis après, Pascal est arrivé et il a pris son bâton de scientifique. Et ça, c'était très important d'avoir une approche scientifique sur les sujets, c'est-à-dire d'objectiver, de ne pas faire de mon observation une généralité, parce que mon parcours est individuel, mais si toutes les étudiantes et tous les étudiants notent quelque chose, ça devient autre chose. Ça devient un fait scientifique. Donc voilà, avoir une approche scientifique. Et puis être au CNRS, c'est bénéficier de 85 ans d'expérience avec un peu d'avance sur la mission pour la place des femmes, mais aujourd'hui avoir le sentiment que les associations, comme Elle Bouge, comme Femmes et Sciences, et les universités sont passées devant et ont accéléré le mouvement. Parce que les universités, elles accueillent des jeunes qui ont 17 ans, et nous, on accueille des jeunes qui ont 27 ans. En fait, on les recrute après. Donc, on a un petit décalage de temps et de perception des évolutions de la société par rapport à vous, messieurs, dames, dans les universités et dans les écoles. Et on vous remercie de tout ce que vous faites pour nous, même si on en perd un peu. Après, ils arrivent chez nous. Donc, tout ce que vous faites bénéficiera plus globalement aux sciences, que ce soit chez nous ou chez vous, ou en entreprise. Merci beaucoup, Edwige, et merci beaucoup pour cette transition parfaite. Ce n'était pas du tout préparé. J'ai bien lu ce qu'on avait écrit. Pour la transition avec la vidéo qu'on souhaitait vous montrer, pour revenir aussi sur, effectivement, ce qui se passe avant que les personnes arrivent au CNRS ou arrivent à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, et voir que tout se tient. Et donc, pour travailler cette question de l'enseignement supérieur et de la recherche, il faut bien évidemment travailler bien en amont, comme l'a rappelé Sophia tout à l'heure. Donc, une très courte vidéo réalisée là encore par des étudiantes de l'École nationale d'aviation civique, l'ENAC, à Toulouse, avec des services petite enfance de l'intercommunalité rurale du Val de Gers.
je dois toujours caser le Gers dans mes interventions. Je suis gersois. Et donc, le cabinet Coop Égal, ça fait partie des nombreux outils pédagogiques qu'il existe pour faire prendre conscience, non seulement aux enfants, mais aussi à leurs parents, puisqu'on sait que c'est autant une censure qu'une autocensure, et que l'accompagnement compte beaucoup, et que les messages que nous prodiguent nos proches sont très importants, et aussi auprès des professionnels pour ouvrir le champ des possibles. Très courte vidéo, et puis on continue ensuite sur les solutions et les politiques à développer. Ma copine Eva, elle vous a dit que nous, on était dans une école qui nous apprend les métiers en lien avec les avions. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pris l'avion? Ce que j'ai trouvé bien dans l'avion, c'est qu'ils servent à manger. Il y avait des télés sur le ciel. Waouh, c'était un super avion. Mais l'avion, il vole pas tout seul dans le ciel. Il y a des personnes assises devant l'avion. Est-ce que vous savez comment on appelle ces gens? Des pilotes. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un garçon, une fille ou que ça peut être les deux qui pilotent les avions? Parce que dans les avions ou dans les films, on voit plus que c'est des hommes qui conduisent que des femmes. Et si je vous dis, si c'était une femme qui pilote l'avion? Ça serait bizarre. Ça serait bizarre? Pourquoi? Parce qu'on ne voit jamais les femmes conduire. Dans l'avion, c'est bien parce que quand on a faim, quand on a soif, il y a des personnes qui nous apportent à manger ou à boire. Une serveuse. On appelle ça des personnels navigants commerciaux. Alors on appelle ça les hôtesses de l'air. Vous pensez que c'est plutôt un homme, une femme ou que ça peut être les deux? Parce qu'on voit beaucoup plus de filles dans les dessins animés, dans les avions, qui servent à manger plutôt que les garçons. Parce que ça peut être les deux qui peuvent manger. Quand c'est un homme qui s'occupe des passagers dans l'avion, on appelle ça un steward. Il y a des personnes en haut de la tour de contrôle qui s'occupent de guider les avions. On travaille sur des ordinateurs en haut. Mais pour être sûr que les ordinateurs fonctionnent, il y a des personnes en bas de la tour de contrôle dans des bureaux qui s'occupent de réparer les ordinateurs et qui surveillent tout ça. Parce que les garçons travaillent plus sur les ordinateurs. D'accord. Parce que après on voit pas beaucoup de filles qui font ça. Ok, les enfants, j'ai une surprise pour vous. Allez tous vous asseoir sur les bancs. Tous les métiers que je viens de vous dire là, et ben, il se trouve qu'il y a des gens qui font ces métiers qui sont là aujourd'hui. Mais bien raison, il y a aussi des filles Bon voilà Juliette, et Juliette, elle pilote des avions. Vous pensez que c'est un déguisement? Oui. Non, c'est un habit de pilote. C'est un habit de pilote. Ah oui. Eh bien en fait, une jeune femme comme moi peut être pilote. Et vous avez le casque avec le petit micro. Avec le casque, il faut que je puisse parler avec Eva, la contrôleuse aérienne. Du coup, moi, je travaille dans la tour de contrôle. Donc, je vais vous montrer. On a bien fait d'inviter le Gers. Donc je pense que cette vidéo, elle fait écho à beaucoup des interventions qui sont menées parmi grand nombre d'entre vous auprès des jeunes, mais c'est aussi pour montrer que, effectivement, quand on va au-delà des stéréotypes, qu'on donne à voir les métiers dans leur
matérialité, en décomposant les tâches. On en parlait tout à l'heure avec l'agriculture. L'agriculture, il y a une image de l'agriculture et puis il y a 1000 métiers autour de l'agriculture. Et donc c'est aussi ça que vous faites, Sophia, en agissant en amont le plus tôt possible. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions auprès des enfants? Et puis on avancera sur les politiques et solutions avec nos autres panélistes à d'autres niveaux. Oui, bien sûr. Donc, vous avez vu, hein, les stéréotypes commencent depuis l'âge de 5-6 ans. Et plus on avance dans l'âge, les jeunes, cette idée s'expande. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est des plans d'action inclusifs. Ce qu'on veut faire, ce qu'on est en train de faire. Donc, on travaille avec des enfants, des garçons, des filles, des enfants qui sont intéressés dans les sciences, ceux qui ne le sont pas aussi, parce qu'en fait, la curiosité est innée dans nous depuis petit. Et c'est ça qu'il faut prendre. Parce que, en fait, nous, quand on fait des ateliers scientifiques, on les donne aussi une façon de réfléchir. À part les sciences, on les donne des outils pour réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué ce qu'on fait, en fait, on travaille avec des écoles. Parce que là, on va travailler avec toutes sortes d'enfants, pas seulement avec les enfants qui sont intéressés dans les sciences. Et aussi, on va travailler avec les enseignants. Finalement, les enseignants sont des modèles. Et si un enseignant est sensible aux sciences, s'il a des outils pour montrer les sciences, après, ça sera comme un effet levier, un multiplier, comme on dit en anglais, qui donnera ces outils plus facilement aux enfants. Donc, voilà. Ça, c'est actuellement mon travail, mais bien sûr, il y a des autres actions à différents niveaux pour les professeurs, pour les postdocs, pour les étudiants de doctorat et les étudiants des sciences. Merci beaucoup. L'importance donc de cultiver la curiosité innée chez les enfants et puis de s'intéresser aussi aux enseignants-enseignantes pour qu'ils puissent mettre en appétit les enfants sur les sciences. Merci beaucoup. Romuald, donc à l'INSA et avec la CDFI, du côté des écoles d'ingénieurs et d'architecture, quelles actions prioritaires souhaitez-vous nous partager? Des actions qui fonctionnent, qui pourraient être essaimées ailleurs et notamment en Grand Est? Alors, peut-être commencer par vous dire que ce qui a été dit sur faire les choses le plus tôt possible, on le partage, puisque on regarde, nous, on a le même pourcentage de candidates au concours de recrutement que de femmes qui réussissent. Donc c'est bien avant qu'il faut en avoir plus. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'évidence et il faut agir avant. Et donc, à l'INSA, on agit évidemment quand les apprenantes et les apprenants sont là, mais on agit avant avec ce qu'on appelle des cordées de la réussite, où justement on va travailler sur les biais avec des collèges, avec des lycées. Et puis, avec la CDFI, on a 3 actions phares, au-delà de partager les bonnes pratiques des écoles pour justement se dire ce qui marche moins bien. On a un label Cap Ingénieuse pour des actions justement en collège, en école primaire et les mettre en avant sur 3 ans, donc c'est un label. On a une opération ingénieuse qui est une opération concours qui met en avant toutes les initiatives, qu'elles soient portées par les enseignants, les personnels administratifs ou les étudiantes elles-mêmes sur la diversité de genre. Et puis je parlais de GenderScan tout à l'heure, on est le relais pour ce qui est école d'ingénieurs de cette étude européenne, en tout cas au CDE, sur les diversités, notamment la diversité de genre. Puis je me souviens, puisque tout à l'heure on parlait du fait que je suis informaticien à la base, enfin je suis chercheur en intelligence artificielle, il y a des choses qu'on ne s'explique pas pour autant. L'informaticien ou l'informaticienne, c'est pas l'image du gros bras avec une clé à molette en production, etc. Donc beaucoup de choses étaient faites pour qu'on voit les femmes massivement dans ce domaine. Et d'ailleurs, au début, ça a été le cas. Et puis, c'est malheureusement plus le cas. Dans les écoles d'ingénieurs en informatique, on est très très loin des 50%. Hein, ça, c'est clair. Et puis,
on peut aussi, puisque je parle de moi et qu'on avait... voilà, quand avec Romain on a préparé mon intervention, en off, je lui ai dit quelque chose, il m'a dit non mais il faut absolument que vous le disiez. On a quand même un système où il faut commencer tôt. Moi, pour vous parler un peu de moi, j'ai une fille qui a maintenant 20 ans, avec sa maman, les sujets des biais de genre, je peux vous dire qu'on les avait, donc on a vraiment bien réfléchi. On n'en a pas fait une expérience, mais on y a bien réfléchi. Sur les jouets, sur que les parents n'offrent pas que des poupées, sur un certain nombre de choses. Et de fait, voilà, les Lego, et pas forcément les Lego roses, etc., voilà, elle a pu choisir. Et puis, écoutez, on l'a emmenée à la maternelle. Et ça a commencé par, alors, tu poses ton manteau sur les porte-manteaux roses, puis tu vois, les jouets pour les filles sont là-bas, le temps qu'on commence, etc. Alors bon, on n'allait pas faire un scandale alors qu'il y a déjà le petit stress de l'entrée, mais voilà. Et je peux vous dire que ça a été... voilà, nos efforts n'ont pas été réduits à néant, il reste quand même quelques petites choses. C'est une jeune femme qui ose, hein, qui, voilà, les explosions, peut-être qu'elle ferait partie de ceux qui disent j'espère qu'il y en aura, peut-être pas 10, mais au moins une. Voilà, mais voilà, il y a une forme de frustration, puis il y a aussi des circuits de renforcement des problèmes, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure avec la professeure des écoles, on a beaucoup de femmes professeurs des écoles en maternelle, etc. Et comme elles sont peu présentes dans les sciences, ce qui est le problème d'aujourd'hui, eh bien elles sont majoritairement littéraires, et c'est évidemment plus compliqué pour elles de faire l'appétence aux sciences, alors que leur propre appétence n'est pas celle-là. Donc il faut vraiment faire des actions de formation le plus tôt possible, et pas que pour les enfants, mais aussi pour les enseignantes et les enseignants. Merci, feuille de route transmise à nos collègues de l'Éducation nationale. Nasser, vous agissez donc aussi auprès des plus jeunes et de leurs familles. Donc c'est un point crucial que vous avez soulevé pendant la préparation de cette plénière. Et donc j'avais envie de vous entendre sur ce point-là en particulier. Et puis je vous laisse après nous partager des actions que vous avez menées aussi pour attirer en sciences une diversité de profils, de filles et au-delà des filles sur critères sociaux, sur d'autres critères pour avoir vraiment une diversité de profils et comment vous y êtes arrivé. Bien, donc on est aussi convaincus qu'il faut les prendre au berceau. Donc c'est là où il faut les sensibiliser aux sciences, par exemple, ou si on veut parler des sciences, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc pour nous, nos actions, donc elles vont à destination des élèves qui sont au lycée ou au collège. Donc on essaye de les sensibiliser aux sciences, donc aux métiers qui sont en lien avec les mathématiques et l'informatique, ou plus largement aux sciences. Donc nous avons quelques actions qui ont été mises en place. Donc la première, elle a été dans le cadre d'un financement de Noria, Nouvelle Orientation Post-Bac en Alsace, qu'on a appelé... qui était issu initialement de l'association Femmes et Maths, et qu'on a reproduit, qu'on a fait à Mulhouse. Ensuite, avec Noria, donc nous avons continué cette action. On a gardé le même nom, donc ça s'appelle Filles, Maths et Informatique, une équation lumineuse. Voilà, donc ça c'est le titre qu'avait donné Femmes et Sciences, avec lesquels nous avons fait ça en partenariat. Donc l'idée, c'est de faire venir des lycéennes à l'université pendant une journée, et là on va leur montrer des modèles de femmes qui ont réussi après avoir fait des études en mathématiques ou en informatique. Nous essayons aussi de les sensibiliser au biais des genres. Nous leur faisons rencontrer aussi plein de métiers qui sont en lien avec les mathématiques et l'informatique, parce que c'est vrai, donc là-dessus aussi, il faut expliquer. Donc les gens pensent par exemple que les mathématiques, après les mathématiques, on devient professeur au lycée ou voire à l'université et c'est terminé, alors qu'il y a une palette énorme de métiers qu'on peut suivre et qu'on peut faire après avoir fait des mathématiques, notamment en lien avec l'informatique. Et nous essayons aussi de les sensibiliser via le théâtre, parce que c'est un bon moyen justement pour soulever un peu ces questions. Et donc ça marche très bien, donc ça dure une journée, ça leur fait visiter l'université aussi. Et donc cette action, on l'avait aussi faite avec... donc on a accueilli aussi juste récemment, donc le mardi dernier, Femmes et Sciences, qui fait cette action qui s'appelle Science, un métier de femme.
où là aussi on regroupe des lycéens. Donc on a eu plus qu'une centaine de lycéens qui sont venus sur le campus de l'UHA à Mulhouse et qui ont été sensibilisés justement aux biais de genre et qui ont rencontré des ambassadrices qui exercent des métiers scientifiques. Donc, ça, c'est une action. Donc aussi, nous avons la Nef des sciences qui est sur notre campus. Donc cette association aussi, nous travaillons avec elle pour accueillir des collégiens et des lycéens dans une action qui s'appelle Explore UHA. Donc la directrice, Madame Delamont, est présente ici. Et ça fait venir des enfants qui viennent des quartiers défavorisés. Donc ça leur permet de découvrir à la fois l'université et les métiers en lien avec les disciplines scientifiques. Et c'est une occasion pour leur expliquer aussi pour avoir des carrières épanouissantes. Moi, je les reçois. En fait, l'avantage, c'est que ils sont là pendant une semaine. Donc, très souvent, ces enfants, ils ont du mal à trouver des stages. Et donc, le travail que fait la Nef des sciences est excellent, puisqu'on les regroupe. Et en même temps, ils vont aller dans toutes les composantes de l'université pour découvrir des filières, des métiers, qu'on leur explique, etc. Donc je leur explique, par exemple, quand je les reçois pour les mathématiques, que c'est important d'aller vers des études au moins Bac plus 5. Donc c'est bien d'avoir un Bac plus 3. Donc si parfois ils parlent de salaire, etc., donc je leur explique que c'est vrai que vous pouvez prendre un Bac plus 3 et un Bac plus 5, ils vont avoir un salaire de démarrage qui est relativement proche. Mais au final, le long de la carrière, donc la progression n'est pas la même et le travail n'est pas le même. Donc ça, c'est très important. Ça croise aussi d'autres critères qui sont sociaux pour sensibiliser à la fois les filles et les garçons pour certains métiers. Donc ça, c'est un travail qui, par ailleurs aussi, nous allons dans les établissements. Donc mes collègues vont dans les établissements. Et donc on a une action qui s'appelle Math on Jeans, qui marche bien parce que ça incite les gens, ça les met dans la peau d'un chercheur. Et c'est une occasion pour leur parler des métiers des chercheurs, mais aussi des autres métiers qui sont en lien avec les mathématiques. Peut-être juste un point. Alors j'ai dit qu'on était 5 sur 85, on a 5 femmes sur 85. Donc là-dessus, il y a une action qui est poussée par la CPED, qui a été initiée à Marseille, pour sensibiliser les comités de sélection, qui recrutent des maîtres de conférences et des professeurs, pour recruter des femmes. Donc ça, pour faire attention au biais de genre, on va le dire comme ça. Et là, donc, on a mis en place un protocole au sein de l'Université de Haute-Alsace, qui est mis en place dans beaucoup d'universités, qui fait... donc là, on fait faire à tous les membres le test des associations implicites, et on leur fait passer des vidéos pour les sensibiliser au biais de genre. Donc ça, c'est important, mais bon, c'est le problème est le vivier. Hein. Par exemple, au dernier recrutement, donc je tenais à tout prix à avoir une femme professeure, mais malheureusement, on avait 42 dossiers, 2 dossiers de femmes. Donc le vivier n'est pas suffisant, malheureusement. Voilà, donc voilà quelques actions qui sont faites chez nous. Merci beaucoup Nasser. Et sur la question des mathématiques, on vous recommande chaudement le film Le Théorème de Marguerite, qui est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'appuie sur des sciences et sur un travail scientifique aussi pour réaliser le scénario, et ça en reste un film avec tous les attraits d'un film, mais extrêmement pédagogique sur ce sujet. Pascal, avec l'Université de Lorraine, parmi la foultitude de mesures que mène votre université, et on l'a compris aussi avec à sa tête une présidente très volontariste sur le sujet, vous avez décidé, exprimé une volonté forte pour un enseignement obligatoire sur les transitions écologiques, égalitaires et sociales auprès de plus de 25 000 étudiants et étudiantes. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce module intitulé Sens, se saisir des enjeux sociétaux et environnementaux, donc module Sens auprès de 25 000 étudiants et étudiantes.
Oui, tout à fait, mais comme du coup vous en avez déjà dit un petit peu, juste revenir quand même sur les quelques actions sans les détailler. L'Université de Lorraine, c'est une grande université avec 11 écoles d'ingénieurs et donc du coup beaucoup de collègues qui investissent déjà ces questions-là sans même que nous, en centrale, on ait besoin vraiment d'impulser et quand on peut, bien entendu, on soutient. Ce que je voudrais souligner au travers de toutes les actions qui sont faites et qui, pour la plupart, rejoignent celles que Nasser vient de lister, c'est la question des partenariats. On adhère à Elle Bouge sur le plan institutionnel, on adhère à Femmes et Sciences. Il y a eu un gros événement à Nancy grâce à Femmes et Sciences avec plus de 200 lycéennes qui sont venues la semaine dernière. Ça fait vraiment partie effectivement des événements que sans partenaires, on ne pourrait pas réaliser. Donc il me semble que pour avancer sur ces questions-là, les questions de partenariat sont très importantes, comme celle du maillage du territoire au niveau institutionnel, quand on est un grand établissement comme le nôtre. Et c'est ce qu'on tente de faire aussi avec notre concept de cellule EDI, où on a finalement des relais là sur 36 cellules aujourd'hui. Mais effectivement, une des originalités peut-être de cette année, et on verra combien de temps on va tenir avec cette ressource-là, c'est l'obligation qui est faite depuis cette rentrée à tous les étudiants de licence et à tous les étudiants de BET, soit 29 000 étudiants, on a appuyé sur le bouton en septembre, pour demander à 29 000 étudiants de suivre un cours en ligne. Et donc en leur disant que voilà, les modules allaient s'ouvrir au fur et à mesure, qu'ils avaient 3 années pour le faire, mais qu'on ne délivrerait pas la licence ni le BUT s'ils n'avaient pas validé cette ressource en ligne de 30 heures. Donc sur les 30 heures, il y a effectivement, c'est essentiellement de la transition écologique, puis ça part d'une volonté ministérielle au départ, suite au rapport Jouzel, etc. C'est plutôt sous l'angle de la transition écologique que les choses se sont déroulées ainsi dans les universités. Mais la façon dont nous le sommes appropriés à l'Université de Lorraine, c'est aussi d'y inclure des questions d'égalité, diversité, inclusion. Et le premier module en première année, concerne les témoins et victimes potentielles de violences sexuelles et sexistes, de discrimination, de harcèlement scolaire. On passe vraiment en revue, j'ai envie de dire, les thématiques sur lesquelles la mission égalité et diversité est, la question du handicap, la question LGBT+, l'égalité femmes-hommes et les VSS, le racisme, l'antisémitisme, les questions de laïcité, voilà, puis d'autres choses liées à l'apparence physique éventuellement, etc., etc. Les définitions sont données, des petites vidéos mettent en scène, il y en a une dizaine, des petites capsules vidéo mettent en scène des scènes d'homophobie, il y a une scène d'emprise d'un enseignant sur son étudiante, il y a une scène d'une étudiante qui subit du harcèlement sexuel sur son lieu de stage. Voilà, il y a toute une série de petites scènes comme ça, de définition, et puis on répète plus d'une dizaine de fois tout au long de cette ressource-là le numéro de téléphone et l'adresse mail de notre dispositif d'écoute et de traitement des situations. Ça répondait vraiment à ce besoin. Autant on savait que les personnels étaient à peu près au courant qu'il existait un dispositif depuis 2018 sur ces sujets-là, autant nos 60 000 étudiants répartis sur un vaste territoire n'étaient pas forcément au courant, même avec les relais qu'on pouvait parfois avoir sur place. Là, on se dit que il n'y aura plus un seul étudiant à qui on aura délivré un diplôme, qui n'aura pas eu connaissance de ça, et on espère bien que, eh bien, on pourra être saisi le plus tôt possible. Vous voyez ce qu'on vise, c'est surtout faire en sorte que finalement nos étudiantes et nos étudiants puissent étudier dans un climat qui soit le plus apaisé possible. Mais voilà, la contrepartie, c'est que notre dispositif, là, cette année, il a déjà doublé en nombre de signalements, quoi. Merci beaucoup, et vous voyez que ça bouge, hein. Vous voyez qu'il y a des effets aussi à la mesure obligatoire d'avoir rendu des missions égalité dans les universités à partir de la loi Fioraso, si je ne me trompe pas, 2017, avant 2013. Donc ça fait près de 10 ans qu'on est engagé dans l'enseignement supérieur et la recherche sur ce changement de paradigme et de vraiment introduire l'égalité femmes-hommes dans les conditions d'études, dans les conditions de
travail. Et du coup, pour faire le lien avec les autres temps de ces journées, c'est qu'il y a un petit décalage après qui se fait. Parce que à la fois, il y a une demande sociale forte des jeunes étudiants et étudiantes, à la fois, ça rencontre une prise en compte de plus en plus normale par les établissements d'accueil, étudiants et étudiantes. Et puis, arriver sur le marché des entreprises ou dans la fonction publique, ça avance moins rapidement. Donc il y a quand même un décalage là qui peut expliquer aussi le fait qu'il puisse y avoir du turnover important quand des femmes arrivent dans des milieux professionnels où les conditions de travail ne sont pas du tout pensées à l'aune de la mixité femmes-hommes. Edwige, qu'en est-il au CNRS? Quelles actions sont menées et politiques prioritaires souhaitez-vous mettre en avant? Merci pour la transition, parce que c'est exactement l'observation que moi j'ai faite, c'est qu'on a des clivages générationnels aussi sur ces sujets. Très clairement, les femmes de ma génération, moi je m'assimile à Catherine Deneuve, je dis « Oh, c'est pas si grave », voyez. Et les jeunes hommes et les jeunes femmes disent « Ça, c'est inacceptable ». Ce même fait qui était acceptable pour ma génération quand on était en thèse, ne l'est plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que très souvent, moi je remercie les lanceurs d'alerte ou les témoins ou les victimes qui prennent la parole, parce que c'est très courageux et c'est encore très difficile de prendre la parole sans mettre en danger ses perspectives de carrière. Et puis on est dans un milieu de compagnonnage un petit peu paternaliste, avec des doctorants qui viennent du monde entier. La moitié des doctorants ne sont pas de nationalité française. Donc on a aussi des écarts de perception culturelle qui nous interrogent et qui nécessitent qu'on réagisse sur ce sujet-là, peut-être plus rapidement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Donc pour moi, et pour le CNRS, c'est une mission qui est aussi incarnée dans la parole de notre PDG, qui se trouve être un homme blanc valide de plus de 50 ans, mais qui a aussi la qualité d'être lucide sur le fait que nos mesures ne progressent pas assez vite. Donc ça, c'est important d'avoir une parole forte et que dans le discours, ça soit porté, comme l'a fait le président de région ce matin, en disant pourquoi c'était un sujet important pour la région Grand Est. Donc merci pour ça, parce que quand les personnes en responsabilité prennent la parole, ça donne un cadre. Ça donne un cadre réglementaire, ça donne un cadre d'action, ça encourage aussi les collègues qui portent les actions. La base de la pyramide pour moi, c'est de créer un environnement mixte et sécurisé. Donc la prévention des violences sexuelles et sexistes, c'est la clé. C'est de dire rien ne sera laissé sur le bord de la route. On peut sanctionner. On peut sanctionner un chercheur prestigieux. Il peut être prestigieux et avoir mal agi en tant qu'être humain. Et c'est ça qu'on retient. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuse de brillant. Il n'y a pas d'excuse à beaucoup de financement. Voilà, il y a des coopérations internationales. Donc ça, je peux vous dire que l'établissement est complètement engagé sur le sujet de la lutte et de l'exemplarité contre les VSS. Sur les promotions, sur le fait de considérer aussi que les temps de vie ont un impact sur les promotions des femmes, sur le fait qu'on se dise, dans le vivier, il y avait 50% de femmes, 50% d'hommes, et dans les promus, il y a 30% de femmes. Donc là, notre PDG a imposé à toutes les commissions de respecter le taux de féminisation des promouvables et pas des candidats. Donc voilà, la lutte contre ce que l'on appelle l'autocensure, que moi je dénonce aussi un peu, parce que ça renvoie aussi la responsabilité aux femmes, donc au bout d'un moment ça va bien, la censure, et pas l'autocensure, voilà, de revenir sur des taux de promouvables qui soient les taux de promus, ça c'est important parce que ça va faire bouger un tout petit peu les pyramides, mais ça bouge à l'échelle de 6% de temps en temps, quoi. On n'est pas sur une grande révolution. Le deuxième axe, c'est de créer les rôles modèles et incarner. Donc c'est aussi encourager les femmes scientifiques à le faire de bonne grâce vers les jeunes, vers les publics éloignés. Hein, on en a parlé aussi avec l'Université de Fribourg. C'est d'aller porter cette parole et de dire ah oui, oui, je suis une femme, oui, mais c'est pas tout à fait le sujet, en fait. Je suis une scientifique, en fait. Je suis une chimiste, je suis pas une femme. Et puis, collectivement, lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire s'encourager, se renforcer et dire, tu sais, ton syndrome de l'imposteur, c'est un cache-sexe, sans mauvais esprit. Maintenant, aie confiance en toi, vas-y, et se renforcer les uns les autres, c'est-à-dire hommes et femmes, encourager à ces prises de parole. Et je pense que les jeunes hommes, là, les nouvelles générations qui arrivent, sont mobilisés à nos côtés. Alors, dans mon milieu, j'en ai quelques-uns qui sont pas mal et qui contribuent aussi à re-questionner et à incarner. Donc, on aura gagné le combat quand on le mènera collectivement, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'espaces privatifs, mais il y aura aussi besoin d'actions collectives et d'incarnation. Donc, porter les rôles modèles vers les publics éloignés,
vers les enseignants. Ça, je rejoins tout de suite les Maisons pour la Science qui font un incroyable travail. Nous, on fait aussi des travaux entre les laboratoires et les enseignants du primaire et du secondaire pour leur amener des exemples, des manips, des choses qu'ils peuvent réutiliser en classe pour faire des explosions. Et puis, l'organisation globalement, de dire que c'est une organisation en mouvement. Alors, elle n'est pas exemplaire, mais elle tend à progresser. Donc ça, c'est assez important. Et je vous dis, moi, quand je parle du sujet, avec les hommes de ma catégorie et de ma génération, souvent ils disent « ça va, hein ? Ça va, Edwige, hein ?» Voilà, des petits exemples de sexisme ordinaire. Je vais donner la parole à Jérôme Vitre et Christophe Giraud et Edwige. La femme sans nom. Vous voyez ? Il ne faut pas laisser passer ça. Il faut rebondir, il faut dire « Excusez-moi, mais d'où j'ai pas de nom, quoi ?» Ou alors d'où eux, ils ont un nom. À ce moment-là, on se met à égalité. Donc il faut vraiment rien laisser passer. C'est un petit peu fatigant. Donc il faut passer le relais de temps en temps. Il faut dire « Bon, allez, je me mets en retrait. Il y a quelqu'un d'autre qui va reprendre. » Et puis de temps en temps, on revient. Alors aujourd'hui, vous nous donnez le pouvoir d'agir. Vous nous donnez beaucoup de carburant. Et merci pour tous les temps de partage parce que ça va nous faire repartir de plus belle. Le collectif. Merci beaucoup Edwige pour cette parole. Alors j'utilise Edwige, mais vous aurez remarqué que j'ai aussi appelé les autres panélistes par leur prénom seulement. Je n'aurais pas laissé passer, Romain. Merci beaucoup pour cette parole libre et forte. Et pour filer le jeu de mots, elles bougent, mais ils doivent aussi bouger et bouger pour l'égalité. Et il y a un débat anglo-saxon autour du mentoring. Le mentoring, vous voyez, ça peut reposer aussi sur les femmes encore qui doivent mentorer d'autres femmes. Et puis il y a des femmes anglo-saxonnes qui disent, nous on en a marre de, quand on veut une promotion, on nous dit, passez d'abord par la case mentoring et ça retarde la promotion. Alors que les hommes, on les envoie pas vers le mentoring. Donc elles demandent parfois du sponsoring et que les hommes en responsabilité viennent les chercher et disent, tu es capable et je vais te pousser pour ta promotion. Donc voilà, c'est un peu un changement de paradigme, mais c'est encore fix the system and not the women. Réglons le système et pas les femmes. C'est un petit peu ça le message. Alors, je m'adresse aux autres panélistes. On a vu avec Edwige des pièges à éviter, donc ne s'adresser qu'aux femmes et donc aussi s'adresser à l'environnement, à la structure, à l'entourage. Pascal, est-ce que vous identifiez d'autres pièges à éviter, d'autres menaces actuelles sur le sujet? Premier piège. C'est ça, mais je ne pensais plus que c'était à moi d'intervenir en premier. C'est pour ça. C'est parfait. Voilà, il faut que je me dépêche. Oui, il y a effectivement... alors, un piège, c'est plus qu'un piège, parce que j'ai l'impression qu'on est déjà dedans. Une menace qui nous inquiète. C'est pour ça que j'étais un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, perçu en annonçant sens, en disant je ne sais pas combien de temps on va réussir à tenir avec ça. Parce que effectivement dans le contexte un petit peu probablement international qui était souligné ce matin, dans la question de l'effet backlash aussi qui était dit dans une table ronde ce matin, de campagne d'opposition, hein, c'est des termes qu'on a entendus là, depuis la matinée. Donc nous, effectivement, notre cours obligatoire, vous pourrez le vérifier par vous-même, a subi des attaques qu'on retrouve dans le journal du dimanche et dans Valeurs Actuelles. Hein. C'est en décembre dernier. On a eu un article à ce sujet qui titrait « L'Université de Lorraine oblige ses étudiants à suivre un cours woke ». Voilà le terme qui est utilisé. Et ils s'en prennent alors à la sobriété énergétique aussi. Apparemment, ça a l'air de gêner qu'on parle de sobriété énergétique. Donc, ce n'est pas que des questions EDI. Hein. On passe en revue un certain nombre de choses. Et la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, voilà, elle y est aussi. Ils doutent de la déconstruction du mythe des inégalités, ils doutent des écarts de rémunération, en tout cas qui seraient liés à des choix, enfin à tout ce qu'on dit depuis ce matin ici, enfin tous nos discours là. Donc on essaye de résumer, d'expliquer en quelques lignes simplement dans cette ressource-là. Ça semble être pris par le journal du dimanche et par Valeurs Actuelles comme voilà, quelque chose de l'ordre de l'idéologique. Et je crois que pour le coup le piège, la menace qui pèse sur nous, c'est alors commençant
parlait pas mal, là, c'est la question de la polarisation de l'EDI. Dans le rapport du HCE, il est également question de polarisation du sexisme, mais c'est aussi la politisation, parce que là, ce qui se passe, en fait, on le voit déjà dans l'article du Journal du Dimanche et de Valeurs Actuelles, mais on a fait aussi des petites recherches qui nous ont mené à un site que je vous encourage à aller regarder, qui s'appelle l'Observatoire l'Observatoire du wokisme et de la déconstruction. Ce site-là, c'est très facile à trouver qui est derrière, puisque dans un onglet à droite, le dernier nous contacter, c'est le président de l'UNI. L'UNI, c'est un syndicat étudiant, et ce même syndicat étudiant est cité dans l'article de Valeurs Actuelles et du Journal du Dimanche. On sent que c'est par eux, c'est par l'UNI qu'est arrivée finalement cette opposition au cours qu'on propose. Et dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent pas seulement à l'université, ils s'en prennent aussi au monde de l'entreprise. Ils s'en prennent aux grandes entreprises françaises qui sont engagées dans des programmes de diversité et d'inclusion, puisqu'ils ont un onglet qui s'appelle l'index du wokisme en entreprise, avec une sorte d'indicateur de propagation des idées woke, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et vous avez une liste de 100 entreprises françaises qu'ils ont étiquetées en vert, orange ou rouge, selon la construction de leur indicateur. Donc vous avez des grands groupes français comme L'Oréal, EDF, etc., qui reçoivent finalement les notes que cet observatoire du wokisme a décidé. Voilà, donc juste pour terminer, ça c'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas même s'il faut faire. On s'est posé la question de leur faire de la publicité ici, dans un endroit comme celui-ci. Mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il faut continuer au moins 2 choses sur lesquelles j'ai insisté depuis le début. 1, c'est le courage politique. Nous, on a la chance d'avoir à l'université une présidente qui est courageuse. J'espère que son courage ne faillira pas et qu'on va continuer à avoir, comme des patrons suisses ont signé là dans le magazine Le Temps, mais vous vouliez peut-être le dire, une tribune en réaffirmant que c'était important la diversité et l'inclusion. On a eu aussi récemment une 60aine de patrons qui ont signé dans, je crois, les Échos, quelque chose du même ordre. Je crois qu'il est temps que les dirigeants, effectivement, ne se laissent pas impressionner par le contexte international, sinon l'égalité entre les femmes et les hommes et tous nos autres sujets-là, ils vont se réduire et disparaître. Ça, c'est important. Et la dernière chose, pour l'université, pour le CNRS, c'est la recherche. On parlait de la mesure, mais si on n'a pas de financement pour nous aider à faire on en parlait aussi ce matin, des recherches pour évaluer ces programmes, tout ce que nous faisons, là aussi on n'aura pas les moyens de prouver qu'effectivement ce qu'on fait est bien, ou même peut-être pas bien, mais dans ce cas-là, identifier les facteurs de correction et pouvoir, bien entendu, les corriger. Donc là, j'appelle la région, merci la région, de nous soutenir financièrement sur des programmes de recherche, par exemple pour étudier le programme Sens. Là, on n'a pas les moyens de financer une thèse pour savoir si notre programme Sens, il va avoir une efficacité ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était important. Et c'est important à l'heure où on a 100 termes aux États-Unis qui sont publiés, dont femmes, dont genre, dont discrimination, et les recherches sont supprimées sur l'environnement, sur l'égalité. Et on a aujourd'hui des exilés scientifiques qui arrivent à l'université d'Aix-Marseille, qui accueille ces exilés scientifiques. Ça a été annoncé ce matin, donc on en est là. Il faut en avoir conscience. Le petit conseil qu'on donne toujours en formation aux référentes égalité dans les labos de recherche et les universités, c'est d'avoir conscience de ces menaces, mais de ne pas se laisser happer par ces menaces et de conserver nos points d'énergie pour l'action et en menant les actions, parce que c'est l'effet recherché de sidération et de paralysie de l'action, et donc en continuant l'action, on apporte des faits, on apporte du dialogue, et c'est comme ça que les cercles concentriques s'élargissent, et c'est parce qu'ils se sont beaucoup élargis qu'il y a ces réactions aussi violentes en face, donc ne pas perdre de vue aussi cette perspective. Je vous propose d'en passer directement aux questions que je vous ai transmises, les questions qui nous ont été posées par vous dans le public, avant de laisser Madame Sylvie Dalguer conclure cette table ronde. Donc ça sera l'occasion de redonner la parole aux 4 de nos panélistes qui ne l'ont pas eu là. Donc je vous laisse, Sophia, peut-être répondre à la question qui vous a été posée, et puis en suivant, et puis voilà, vous avez tous et toutes la parole, 1 ou 2 minutes avant de conclure. Très bien. Donc la question est, touchez-vous tous les doctorantes ou seulement les volontaires? Donc ça, c'est une super bonne question parce que c'est toujours le problème. Nous, on propose des tables rondes pour
les doctorantes, des formations, des séminaires. Et finalement, c'est presque toujours les mêmes qui participent à ces tables rondes. C'est ceux qui sont consciencés. Donc, ce qu'on est en train de faire, donc on ne peut pas obliger les autres à venir. Ça, c'est pas possible. Donc, on est en train de faire, on les pose la question. Quelle sorte de sujet ils seraient intéressés? Sur quelle sorte de sujet? Et là, on essaye de toucher un peu au maximum nombre de doctorants, doctorantes, d'étudiants. Voilà. Merci beaucoup et signaler une initiative en Occitanie-Ouest au CNRS. C'est un module obligatoire pour toutes les nouvelles personnes entrantes en unité de recherche, dont les doctorantes. Et donc c'est sur le même modèle que le parcours Sens, mais de manière beaucoup plus réduite, en 1h30. Voilà, c'est pour montrer que parfois, au titre de l'arrivée du kit qui est remis aux nouvelles personnes arrivantes, ou je veux être encadrante, il y a une formation obligatoire, on introduit un module sur l'égalité. Parfois, il y a des moyens de pouvoir rendre quand même cela obligatoire. Merci beaucoup pour ce retour. Oui, alors la question était, je ne veux pas trahir l'auteur, mais je suis référente égalité dans mon laboratoire, qui est un laboratoire CNRS à Strasbourg. Y a-t-il des référents dans chaque unité et quelle est la proportion d'hommes alors ? Le réseau est organisé avec des correspondants égalité dans les délégations et des référents dans les laboratoires. Je n'ai pas le vrai chiffre, mais de l'observation sur ma délégation, on doit être entre 85 et 90% de femmes référents égalité dans les laboratoires. Par contre, l'organisation évolue parce que c'était assez lourd d'être seul référent égalité dans l'unité. Et on a beaucoup de laboratoires qui font des cellules qui incluent femmes-hommes indistinctement. Des cellules autour de égalité, diversité, inclusion, parce que pour organiser des événements et aussi pour accueillir la parole des gens qui ont vécu quelque chose de traumatique, c'est compliqué. Donc ces cellules, elles se divisent, mais elles se multiplient plutôt qu'elles se divisent. Et on essaie d'avoir les mêmes réseaux dans l'université et au CNRS pour pas avoir le référent CNRS qui a sa lettre de mission et le référent de l'université qui a son autre lettre de mission. Évidemment, on essaie de travailler plutôt en bonne intelligence avec les autres tutelles des laboratoires. Mais voilà, on n'est pas sur 50-50 sur les référents égalité. Après, c'est un peu logique aussi que ça démarre par les femmes et qu'on puisse recruter des hommes. Et puis il y a beaucoup de collectifs qui se créent ensuite avec... Merci beaucoup. Une question nous est posée sur le langage égalitaire en nous disant le neutre n'existe pas, y compris dans le cerveau. On sait l'importance des stéréotypes et l'impact du langage sur nos perceptions. Voilà, qu'en pensez-vous, Romuald, sur par exemple les patrons, les patronnes, les chercheurs, les chercheuses? Que pensez-vous de ça? Et puis Nasser, je vous laisse la question et je vous propose d'y répondre ensuite. Beaucoup de jeunes font des choix de confort pour leur orientation, établissement proche de leur domicile. Cela me surprend toujours. Comment y remédier? Alors, je relais la question telle qu'elle est posée. Je vous laisserai y répondre, Nasser. Oui, alors, je ne suis pas neurobiologiste, même si je fais de l'IA, donc là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais ça fait partie de ces biais implicites qu'on va retrouver et qui vont construire comme ça des dérives. Mais au-delà de vous dire ça, on a bien vu quand même les difficultés qu'on a eues sur la réflexion pour utiliser un vocabulaire qui allait être neutre. Ça a été quand même globalement assez rejeté aujourd'hui, et ça pourrait être un débat sans doute de plus d'une heure. Donc voilà, malheureusement, c'est une bataille de tous les jours et il faut la porter partout. Mais il y a des sujets plus prioritaires que d'autres, où il y a des sujets, peut-être des victoires plus faciles. Et est-ce qu'on veut des quick wins pour faire que ça bouge et en même temps travailler sur le temps long? Mais je n'irai pas plus loin là-dessus. À la CDFI, vous parlez d'ingénieureux ou d'ingénieuse? Alors, l'action s'appelle, une des actions phares s'appelle ingénieuse, mais souvent on parle d'ingénieur avec un E à la fin. Nasser, concernant la question de l'éloignement ou de la proximité des établissements d'enseignement supérieur. Je pense qu'une des solutions, ça serait justement d'éviter des politiques de concentration, parce qu'on a eu cette vision à un certain moment de vouloir tout mettre à un seul endroit. Bon, donc heureusement que, par exemple, l'UHA a résisté à la fusion avec Strasbourg. Donc c'était dur, mais on l'a fait. Mais ça a permis, par exemple, d'avoir des filières qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins, évidemment. Mais si on veut
pour certaines spécialités, je pense que les jeunes, filles ou garçons, sont prêts à faire des sacrifices et les parents avec. Merci beaucoup et c'est extrêmement important. Et pour rebondir sur le terme de confort, effectivement, parfois c'est des réalités matérielles. Il y a une étude qui vient de sortir par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur le 20% des étudiants et étudiantes, c'est près de 20%, sont aidants, aidantes d'un parent âgé, d'un parent malade, d'un frère ou d'une sœur en situation de handicap. Et ça touche davantage les filles que les garçons et les femmes que les hommes. Et on sait que l'espace mental de la mobilité, elle est très variable en fonction et du genre et de la classe sociale. Donc au-delà de la question des moyens, de l'appartement, des transports, il y a aussi la question du soin et la question de la représentation et de est-ce qu'on laisse partir les filles autant que les garçons. Et ça, c'est un autre sujet. Pascal, donc sur la question des enseignants, y a-t-il une évaluation de leur carrière au filtre de ces questions? Et puis, quelles sanctions pour les enseignants-chercheurs condamnés pour violences sexistes et sexuelles? Bon, les enseignants-chercheurs, on n'arrive même pas à les obliger à suivre une formation. Voilà, tout simplement. Liberté académique oblige, je ne veux pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais on n'en est pas loin. On a, autant sur les personnels administratifs et techniques, on peut avoir effectivement des obligations. À l'égard des enseignants-chercheurs, on n'en a pas. Si on essaie de faire des choses, on l'a tenté avec le président précédent, on nous a menacé de nous amener au tribunal administratif pour faire casser tout ça. Donc, bon, voilà. Donc, on ne peut qu'inciter. Par contre, ça me fait penser à quelque chose, les Canadiens ont fait quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'en France on ne le fera jamais, enfin quoi qu'on peut être surpris, c'est l'obtention des chaires d'excellence canadiennes. Là aussi vous pouvez le trouver sur Internet. Les chaires d'excellence, c'est ce qu'il y a de mieux pour un enseignant-chercheur au Canada pour obtenir une chaire sur un sujet ou un renouvellement. Et pour l'obtenir, il faut répondre à un cahier des charges extrêmement précis et notamment sur des questions EDI, mais avec leurs critères EDIE, c'est-à-dire qu'il y a la question des autochtones aussi, des l'égalité femmes-hommes, handicap, etc. Et tant que l'équipe de recherche ne montrera pas qu'elle fait des choses très concrètes pour tous ces groupes cibles-là, eh bien, on ne leur attribuera pas la chaire d'excellence. Et ça, je crois que c'est un levier exceptionnel pour la recherche, mais sauf que là aussi, au Canada, depuis 2 ans maintenant, ils commencent à se faire attaquer sur ce programme de chaire d'excellence. Enfin, l'EDI, justement, ils remettent en cause le volet EDI dans l'attribution du cahier des charges, dans le cahier des charges. C'est ce qu'on appelle l'égaconditionnalité qu'on a promu au Haut Conseil à l'égalité et qui est tout à fait conforme au droit. Il y a des clauses sociales, il y a des clauses d'égalité qui sont possibles. Aujourd'hui, ça nous semble normal d'avoir des politiques sociales qui viennent corriger les inégalités de revenus au départ de nos vies, selon nos milieux sociaux. C'est tout simplement la même chose sur la base de l'égalité. Donc l'égaconditionnalité, ça en est un exemple. Merci énormément. Le point, pardon, j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question sur les sanctions. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, il y a des sanctions et on en donne. Voilà, à la fois pour les personnels administratifs et les enseignants-chercheurs, mais là aussi dans le cadre réglementaire, parce que des fois des collègues ou des militants ou même étudiants ne comprennent pas toujours, c'est que le cadre réglementaire il est fixé par le Code de l'éducation et on a une grille en 5 points, 5 sanctions pour les enseignants-chercheurs par exemple, et on ne peut pas faire preuve d'imagination pour la sanction, on est obligé de prendre c'est la section disciplinaire, c'est même pas la présidente ou le président, c'est la section disciplinaire qui décide de cette sanction-là. Et on signale au procureur. Oui, pour les faits. Et en parallèle de la procédure disciplinaire, il y a effectivement la procédure pénale qui est possible. Et le CNRS, pour le corps des chercheurs, enseignants-chercheurs, la décision a été prise collégialement de rendre public le nom des personnes condamnées. Donc si vous tapez CNRS violence sexuelle, vous allez tomber sur des articles du Monde ou d'autres articles qui rendent compte de décisions disciplinaires pour aussi faire bouger la communauté tout entière. Et ça a été une décision assez exceptionnelle. Moi, je ne l'ai pas vue ailleurs. Et elle a été suivie par le PDG du CNRS qui a suivi cette décision. Ce n'est pas le cas des BIATS, mais c'est le cas du corps des enseignants-chercheurs. Merci énormément parce que les apports étaient extrêmement riches. Merci pour vos différents regards. Je crois qu'on peut applaudir nos panélistes. Et je laisse le mot de la fin à Sylvie Dalguer pour la région Grand Est.
Oui, eh bien écoutez, un mot de la fin un peu compliqué que je ferai sur deux piliers. D'abord, pour répondre à M. Tisserand et sur le volet plus international, lorsqu'on a imaginé ces journées, on n'imaginait pas qu'on allait se retrouver dans une situation comme on est aujourd'hui. Et ce matin, j'en parlais justement de cette situation. Et je vous remercie d'avoir pris la parole sur cette thématique-là. Je crois que c'est très important qu'on s'unisse. Et je crois que l'un des enjeux que l'on a aujourd'hui, c'est de vulgariser ces informations, de vulgariser, de les expliquer et que de dire qu'il ne s'agit pas seulement que ces programmes ne touchent pas uniquement les puissants, mais que dans le quotidien, dans notre quotidien, ça va être dramatique. C'est dramatique ce qui se passe. Et donc sachez que de ce point de vue-là, la région Grand Est, bien évidemment, est en soutien de vos actions. Nous avons d'ailleurs eu une séquence sur un volet plus international où nous avons reçu M. Neil Data qui nous a évoqué la question de ce qui se passe en matière d'IVG. Avec donc ces soubresauts qui se passent là aussi au niveau des États-Unis, mais aussi en Europe. Et c'est vrai que les pays du Nord qui jusque-là résistaient, et notamment sur le volet de la diplomatie féministe, s'en retirent. Donc il y a vraiment aujourd'hui une urgence à tenir bon pour que notre société puisse continuer à exister comme elle est aujourd'hui. Et il y a un vrai danger, un vrai risque. Et si on doit parler de Troisième Guerre mondiale, elle est là. Elle n'est pas forcément avec des bombes. Donc ça, je ferme la porte, je passe de l'autre côté. Là aussi, moi je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les initiatives qui sont mises en place depuis tant d'années sur la place des femmes dans la tech. Moi je suis aussi maman d'une jeune femme qui a fait des études d'ingénieur. Il y a maintenant une dizaine d'années, il y avait 20% d'élèves en école d'ingénieur, il y en a toujours 20%, quoi. Un peu plus, bon allez, 30. Et derrière ça, en fait, finalement, au bout de cette journée, moi j'avoue, je vais être peut-être pas politiquement correcte, mais j'ai une colère quand même un peu froide. J'ai une colère froide parce que je me dis que, au fond, on a évoqué des questions finalement d'accueil, de prise en charge de ces jeunes femmes par des professeurs, hommes ou femmes, de cet accompagnement finalement. Et je me dis que tout comme en politique, à un moment donné, on a sifflé la fin de la partie, on a voté une loi et on a dit maintenant c'est la parité ou pas. Je me dis que, alors je vais dire là encore un gros mot, mais je me demande, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas avoir des critères financiers dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles tout court pour dire à un moment donné, vous voulez de l'argent, eh bien prouvez-nous que vous le faites. Prouvez-nous qu'il y a du résultat. Parce que finalement, regardez toute l'énergie qui est dépensée, débauchée pour pouvoir arriver à presque demander l'autorisation de voir arriver des femmes arriver. Il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Et ça, enfin moi aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu à la fin de cette journée, j'en suis un petit peu là, quoi. C'est à un moment donné, tranchons dans le dur et allons vers ces. Et puis oui, moi j'ai été très choquée par le confort, c'est ce mot de confort pour aller étudier loin. Moi je voudrais rappeler quand même que. Alors, c'est sûr, on parle souvent des quartiers prioritaires et de la difficulté des jeunes à aller vers les universités. En ruralité, c'est 2 fois plus difficile parce que derrière ça, il y a évidemment la question de l'accès social, mais il y a aussi l'aspect financier. Lorsque vous êtes en ruralité, vous devez impérativement trouver un logement, vous devez impérativement trouver un mode de transport, et puis encore peine complémentaire, la découverte des métiers, vous l'avez pas parce que vous êtes éloigné de tout ça. Donc aller étudier ce vivier, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire qu'on doit y inventer collectivement. L'appel à projet que nous avons mis en place, L plus Grand S égale Sciences, et a été fait dans cette veine-là, c'est-à-dire d'avoir un parcours qui va depuis l'école primaire jusqu'à la réinsertion, et qui est de dire aux associations, arrêtez de travailler chacun dans votre couloir de course, ouvrez la porte aussi à d'autres pour pouvoir essayer de se comprendre. Donc voilà, je conclurai par là parce que vous voyez, j'y mets peut-être un petit peu trop de moi dans tout ça, mais je pense qu'on a vraiment un enjeu de société
on a véritablement aujourd'hui, je fais partie de votre même génération, madame, je pensais vraiment aussi que les choses, voilà, qu'on allait nous ranger dans un placard, nous dire, ouais, nous, tout est... Mais je vois qu'on a encore un peu besoin de nous. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit collectivement porter ce message sur l'importance de cet engagement, de l'inclusion dans la société. Ce matin, je parlais que c'était un enjeu de compétitivité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de société et qu'il faut vraiment que nous le portions collectivement. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour tout ce que vous avez apporté autour de cette table ronde.